Bonjour tout le monde, bienvenue à Bien commun podcast, un podcast où est-ce qu'on se pose différentes questions sur des enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, pour le podcast, on a été accompagné de Charles Roberge, un bachelier en biologie qui nous a aidé à mieux comprendre l'impact des arbres. Donc Eric, je te laisse approfondir un peu le sujet. Yes, merci Évric. Donc salut tout le monde. Fait que c'est ça, aujourd'hui on a eu la chance de s'entretenir avec Charles Roberge. En gros, on voulait un peu faire la lumière sur le rôle des arbres. Est-ce que c'est réellement la solution pour le changement climatique? Et on peut payer pour justement planter des arbres, par exemple. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? En gros, ce qu'on s'est rendu compte, les trois principaux éléments, je pense qu'on a retenu, d'une part, les arbres, ça fait pas juste capter du CO2 dans la vie. Ça joue un rôle beaucoup plus grand que ça au niveau de la biodiversité, dans les forêts de manière générale. Donc oui, ça permet de capter du CO2, mais pas seulement que ça. Puis aussi, on a eu de l'information là, par rapport, on a eu la chance de parler avec Charles au niveau de l'impact des feux de forêt. Fait que, on le sait justement, les feux de forêt, nécessairement, ça brûle les arbres, donc moins d'arbres, moins de captation de CO2. Mais on a aussi appris justement qu'il y a du CO2 qui peut être relâché dans le cadre de feux de forêt. Fait que super intéressant. Fait qu'on a fait un bon tour d'horizon là, avec Charles là, au niveau du rôle des arbres face au changement climatique et juste de manière générale. Oui, fait que ça nous a permis d'avoir une meilleure vision globale de la forêt et de son rôle. Ouais. Donc, entrons dans le vif du sujet dès maintenant. Bonjour Charles, bienvenue à Bien commun podcast. On est bien content de t'avoir sur notre plateau. Donc, je te laisse un peu parler de toi, t'introduire pour qu'on apprenne à mieux te connaître. Bonjour Évric, bonjour Éric. Content que vous me receviez sur le plateau. Vraiment heureux de faire partie de l'expérience aussi, de pouvoir partager nos connaissances. On est tous passionnés de l'environnement, donc ça nous fait tous plaisir de parler de ce sujet-là. Donc, premier invité aujourd'hui, je brise la glace. Yes. Moi, mon nom est Charles Roberge. J'ai été étudiant à l'université en biologie. J'ai complété mon baccalauréat en mai 2022. Maintenant, poursuivi d'autres petites facettes au niveau professionnel, mais ça me fait toujours plaisir de casser la glace, d'embrasser votre nouveau sujet, faire partie de votre expérience. Ça va faire plaisir de parler avec vous. Cool. Ben moi, en tout cas, personnellement, on se connaît un peu, là, puis je suis vraiment content de te recevoir sur le plateau. Là. Je pense que ça va être très intéressant. Parce que là, c'est ça. Moi, je sais pas toi, Évric, mais moi, la raison pourquoi je pense qu'on a pensé à ce sujet-là, c'est que planter des arbres, ça semble être, le remède ou la solution à tout. Fait que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans, c'est quoi les nuances par rapport à ça. Fait que tu sais, moi, un premier questionnement que j'avais par rapport à ça, là, aux fameux arbres qui semblent être le remède à tout, là. Est-ce que, mettons, on sait que les arbres, on s'est toujours fait dire ça à l'école, bon, ça absorbe les CO2. Mais moi, une question que je me pose, OK, c'est bien beau, ça absorbe les CO2, mais il y en advient quoi, ce CO2-là? Tu sais, c'est-tu infini? C'est-tu un cycle infini? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça l'absorbe à jamais? Tu sais? Est-ce que c'est réémis, par exemple, dans l'atmosphère? Fait que c'est un peu ça, je serais curieux d'en savoir un peu plus là-dessus. Tu as raison de te poser la question parce qu'aujourd'hui, beaucoup au niveau médiatique, on entend là, des remèdes là, qu'on peut appliquer, une pommade qui guérit tout. Effectivement, dans ce genre de questionnement-là sur l'environnement, il n'y a pas de solution unique, il n'y a surtout pas de solution miracle. Il faut pas tomber dans l'excès non plus. La vie est toujours un monde gris en général. Il n'y a pas juste du blanc, il n'y a pas juste du noir, il y a des bons côtés. Surtout au niveau de la plantation d'arbres, effectivement, là, oui, on entend dire les arbres, les forêts sont les poumons de la planète. Exact. Puis au niveau de la capacité d'absorption de CO2, au total, c'est les océans qui ont le plus de capacité d'absorption de CO2. C'est juste parce qu'ils ouvrent une plus grande superficie de la planète, en réalité. Mais les arbres ont une plus grande capacité d'absorption par unité de surface, si on veut l'avoir comme ça, disons par kilomètre carré. Mais c'est juste qu'ils représentent une plus petite portion. Puis à la base, qu'est-ce qui cause cette absorption de CO2-là, ou du moins cette participation-là au cycle du carbone? C'est la photosynthèse des plantes. On a tous entendu parler dans nos cours, je dirais en général. Ça dit de quoi? Grosso modo, sans entrer dans les réactions biochimiques qui sont pas ma tasse de thé non plus, mais les arbres vont utiliser le CO2 de l'atmosphère, vont utiliser l'énergie solaire et pour créer quoi? Pour créer leur matière première finalement, leur sucre, leurs composantes pour la vie, ce dont nous on se nourrit par exemple. Quand on mange une plante, on va manger tout ce qui est cellules, on va manger tout ce qui est fibres de la plante par exemple. C'est quoi? C'est des glucides à la base. C'est CH12O6, c'est une formule chimique de base. Donc c'est vraiment
avec cette formule de photosynthèse-là, le CO2 de l'atmosphère est retiré. Je vous dirais que l'efficacité photosynthétique, comme c'est juste dans le spectre du visible au niveau de la lumière, c'est environ 2 à 3 %. Donc, c'est pas une grosse efficacité, mais si on pense à tous les arbres sur la planète, si on pense à toute la surface que prennent les forêts, ça fait au final des grosses quantités de CO2 qui sont retirées de l'atmosphère pour être stockées dans quoi finalement? Pour être stockées dans les tiges, dans les troncs, dans les feuilles. Tout ça se passe au niveau finalement du feuillage, au niveau du vert. Qu'est-ce qui rend les arbres verts? Ben, principalement, c'est la chlorophylle qui est centrale dans la réaction de photosynthèse, qui donc va refléter énormément de lumière dans le spectre du vert, donc absorber tout ce qui est autre. Donc, c'est pour ça qu'on l'aperçoit comme vert. Puis, mettons, est-ce que c'est juste de comparer, mettons, la photosynthèse un peu au métabolisme de l'être humain? Tu sais, mettons, nous, justement, on traite nos différents nutriments, ça nous permet d'avoir de l'énergie. Mettons, ce que j'en comprends, la photosynthèse, c'est ça qui permet d'avoir justement à l'arbre, par exemple, de croître ou de se réparer. C'est une bonne façon de le voir? C'est une bonne façon, mais je dirais que la photosynthèse au niveau métabolique, c'est vraiment en complémentarité à ce que nous, on fait les êtres humains, ou du moins ceux qui consommons des végétaux à la base, là, ou d'autres animaux qui se nourrissent de végétaux. La respiration cellulaire, nous, on utilise le sucre, on utilise les métabolites qu'on consomme pour les dégrader, pour libérer de l'énergie, qu'on utilise par la suite pour refaire nos tissus, etc. Ouais. Les arbres, eux, ils construisent leur tissu avec la photosynthèse, mais ils font également de la respiration cellulaire, ce qui fait que dans le bilan, grosso modo, énergétique de la plante, il y a tout ce qui retire de CO2 de l'atmosphère avec la photosynthèse pour faire ses tissus. Il y a tout ce qu'elle consomme aussi en CO2 et ce qu'elle éjecte comme CO2 en faisant la respiration cellulaire. Parce qu'elle en fait également. OK, c'est ça. Parce que la photosynthèse, elle ne génère pas de l'énergie. Elle en consomme de l'énergie pour faire les tissus de la plante. Par la suite, pour ce qui est réparation, pour ce qui est entretien des tiges, par exemple, pour ce qui est croissance, du moins aider à utiliser l'énergie métabolique, c'est la respiration cellulaire aussi. C'est vraiment deux réactions métaboliques qui sont très anciennes, mais qui sont toutes les deux présentes dans les plantes, effectivement. Okay. Fait que là, si je comprends bien, là, en gros, on a un arbre ou des arbres si on a une forêt. Okay? On a du CO2 dans l'air, on a de la lumière qui provient du soleil. Ton arbre, il va utiliser ce CO2-là, cette lumière-là, va faire la photosynthèse, tout le kit. Mais ultimement, ton arbre, il va venir absorber ce CO2-là pour se construire de différentes manières et pour survivre. Okay? Donc là, notre arbre, il a absorbé son CO2, il a fait son travail. Et là, moi, ma question, j'ai travaillé dans l'industrie du bois à un certain moment, puis c'est un peu ça qui m'a permis de découvrir ça, si on veut, mais j'ai appris, ou en tout cas, peut-être que c'était faux, mais tu vas pouvoir le confirmer, j'ai appris que l'arbre, lorsqu'il se dégrade, donc ton arbre, il a absorbé du CO2. OK, j'ai aucune idée combien de CO2 ça peut absorber un arbre, disons qu'il a absorbé 1 tonne de CO2. Quand ton arbre meurt, il tombe par terre, il vient se dégrader, se décomposer. Moi, ce que j'avais lu, ce que j'avais vu, c'est que ton arbre, lors des processus de dégradation et de décomposition, il va venir relâcher le CO2 qu'il a absorbé. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est... Je sais pas... est-ce que le CO2 est réémis dans l'air ou c'est quoi qui se passe à ce niveau-là? Toutes les réponses sont valides, en fait, parce que oui, effectivement, quand il y a décès d'une plante, disons, dans une forêt là, qui est en croissance, prenons des jeunes pousses ou même prenons une forêt qui est vieille, évidemment, des différences dans la dynamique de ces forêts-là. Mais évidemment, quand un plant va mourir, va tomber au sol, sa matière organique, effectivement, il y en a une petite partie qui est quand même une fraction minime de la matière organique, donc du CO2, qu'on peut résumer, qui va être relâché dans l'air, qui va se dissiper de cette manière-là, mais c'est surtout dans la dégradation du bois, ce qui va être relâché, disons, dans le tapis supérieur de la forêt, qui va être dégradé par la suite par que ce soit les micro-organismes, les organismes du sol, les fourmis, les vers de terre, par exemple, qui vont venir ronger ça. Mm-hmm. Tout ce qui est, par exemple, champignons qui vont consommer la matière morte du bois, ils vont relâcher ça de manière métabolique, un petit peu dans du CO2 aussi, mais ils vont surtout alimenter le sol en nutriments. Donc, en quelque sorte, les forêts, de manière générale, sont considérés comme des puits de carbone parce que ce qu'ils vont retirer de l'atmosphère, oui, il y en a une partie qui va être réémise, mais globalement, ça va entrer dans les cycles terrestres du CO2, puis la matière organique va être recyclée sur des plus longues périodes, ce qui fait que à court terme, le CO2 va être absorbé beaucoup plus que réémis. Est-ce qu'on a une idée, mettons, des proportions, par exemple, un arbre qui absorbe 1 tonne de CO2? Parce que là aussi, il faut comprendre, en tout cas, de ma compréhension, c'est que tu as ton tapis de forêt, où est-ce que tu as plein de matière organique, mais afin que
le CO2 soit absorbé puis qu'il soit comme enfoui et qu'il soit pas relibéré dans l'atmosphère, il faut qu'il rentre plus profond que ça, j'imagine. Là, est-ce qu'il faut qu'il se rentre dans la croûte terrestre pour être vraiment enfoui puis capturé ou... Non, je dirais que de manière générale, c'est vraiment des cycles qui se font là, pour la plupart. C'est quand même sur relativement du court terme. Là, la matière organique qui reste vraiment en superficie pour la plupart, puis est tout simplement recyclée. Mais ce qu'on peut oublier parfois dans une forêt, c'est qu'il y a toujours du renouvellement au niveau des pousses. Les arbres ont des graines, les arbres vont semer des nouveaux individus. Ouais. Et de manière globale, c'est pas valide pour toutes les espèces, mais plus un arbre est jeune, on revient au point qu'on discutait tantôt, les arbres font aussi de la respiration cellulaire, donc pour dégager de l'énergie, ils vont réémettre du CO2 dans l'atmosphère. Plus un arbre est jeune, plus sa croissance va être basée uniquement sur la photosynthèse parce qu'il n'y aura pas autant de branches, il n'y aura pas autant de réseaux racinaires à aller entretenir, donc moins d'énergie requise pour ça. Donc il va plus être sur la synthèse de ses tissus, donc son ratio d'efficacité photosynthétique ou du moins de capture de CO2 va être plus élevé. Il va être plus efficace à séquestrer du carbone qu'un arbre vieillissant. Parce que l'arbre vieillissant, il va avoir beaucoup plus de dépenses énergétiques pour s'entretenir plutôt que générer de la nouvelle matière. Fait que c'est vraiment ça dans le renouvellement de la forêt. Évidemment, si on fait une coupe à blanc, si on retire tous les arbres, ben, tout ce qui va être matériel végétal mort va retourner quand même à court terme dans le sol, va être ensuite utilisé, consommé par des animaux, par exemple, qui, eux, vont respirer, qui vont réémettre le CO2 en quelque sorte. Fait que c'est vraiment la continuité d'une forêt qui vient régénérer, disons, boucler le cycle en quelque sorte. Là. Parce que moi, ben là, c'est ça. Peut-être c'est que j'avais pas bien compris tout ce qui était expliqué, mais en gros, moi, j'en étais comme venu dans les derniers mois, dernières années, à comme comprendre ou réaliser que dans ma tête, c'était comme rendu que du bois, je sais pas, ta bûche de bois, tu mets dans ton foyer, c'est un peu comme du carbone solide. Puis là, t'allais le brûler, puis là, dans le fond, c'est comme si, justement, ton arbre, y a-tu réellement comme aspiré ou enlevé du CO2 de l'atmosphère? Parce que là, mettons, tu prends ta bûche, tu prends ton arbre, tu le coupes, tu fais des bûches, tu arrives chez vous, tu mets dans ton foyer, puis tu la brûles. Fait que là, dans le fond, c'est un peu ça, dans le fond. Mettons que justement, tu utilises ton arbre pour faire ton bois de chauffage, tu arrives chez vous, tu le brûles. Mais tu as bénéficié de l'énergie, par contre, au moins. Tu as bénéficié de la chaleur. Fait que tu quand même allé retirer un certain élément. C'est ça. Mais c'est juste de dire que dans le fond, ton arbre, il a bien et bien comme retiré du CO2 de l'atmosphère, mais en le brûlant, c'est tout réémis? Oui, cet usage-là en particulier, oui, c'est approximativement 100% de tout ce qui est contenu dans les tissus finalement de l'arbre. Dès que ton bois va être calciné, ben, il va avoir retiré la matière organique. Ton feu, c'est de la combustion. Il va avoir émis du CO2 aussi, plus ton matériel que tu vas brûler. Donc, effectivement. Donc, mettons, oui, là. De cet usage-là, oui. Puis là, je pense qu'on se fait dire qu'il va en avoir de plus en plus avec les changements climatiques, là, des feux de forêt, là. Ça, je suppose que c'est pas, c'est pas bon, parce que justement, peut-être que tout le travail que la forêt a fait au fil du temps, mais ça passe au feu littéralement, tu sais. C'est un peu ça. Dans le fond, les feux de forêt, ça va être un problème, je suppose, parce que justement, peut-être que les forêts font plus le rôle qu'ils étaient supposés de faire parce qu'ils sont brûlés, donc tout est réémis à l'atmosphère. Dépendant des endroits, il y a des forêts qui se basent sur le feu pour se régénérer. C'est pas tout à fait le cas de nos forêts, par exemple, ici au Québec. Mais globalement, effectivement, c'est une perte nette d'avoir un feu de forêt là, qui brûle l'entièreté de tes arbres aussi. Parce que si ta forêt ne nécessite pas nécessairement ça pour se renouveler, dans le sens où il n'y a pas des graines au sol qui vont bénéficier de la mort de plusieurs autres individus pour pousser, ça veut dire que tu vas avoir énormément de matériel mort sur le sol qui va dégager son carbone. Tu vas avoir énormément de carbone dégagé par le feu. Évidemment que si on le compare aux émissions des êtres humains, c'est quand même minime les feux de forêt. Mais au niveau net, c'est qu'en général, on considère que c'est pas la majorité de la forêt qui a passé au feu. Dans le sens où tu vas avoir une petite portion, il va y avoir un contrôle. Parfois, là, on n'entre pas dans les variables où si les feux de forêt sont plus importants, s'il y en a plus, s'ils détruisent une plus grande surface, puisque c'est ce qu'on semble observer dans les dernières années, que les feux sont plus importants qu'ils l'ont jamais été, en quelque sorte, là, surtout dans l'Ouest, là, ce qu'il y a eu dernièrement. Là. Ça a énormément fait jaser comme dans les plus gros feux de leur histoire. Là. Fait que ça, effectivement, c'est dangereux comme situation aussi parce que c'est pas du tout d'origine naturelle, finalement. Ce qui arrive normalement est vraiment accéléré par les changements climatiques. C'est des feux de forêt d'une ampleur et d'une fréquence qui ne seraient pas advenus si c'était pas de l'humain, par exemple. Non, effectivement.
Donc, ils vont relâcher. S'il y en a beaucoup plus, c'est que la forêt n'aura pas le temps de se renouveler autant. OK. C'est sûr, si les pousses sont plus petites, c'est donc une plus petite quantité de carbone qui est séquestrée dans les tissus, donc qui est relâchée s'il y a un feu. Mais évidemment que s'il y en a beaucoup plus fréquemment qu'au niveau naturel, ça va donc augmenter la proportion de CO2 émis dans l'atmosphère qui vient de sources naturelles en quelque sorte, ou naturalisées. Là. Okay. Moi, j'ai une vision très, très long terme là, de toutes nos émissions de CO2 et tout ça. Et la question que je me pose, c'est si une zone ou une section de forêt brûle, OK? Il y a un gros feu, puis ça rase, mettons, plusieurs kilomètres carrés de forêt. Si tu regardes sur une échelle long terme, là, je parle du 50, 100, 150 années, est-ce que cette section-là, peu importe les dommages qui ont été faits par le feu, est-ce que cette partie de forêt-là va se régénérer au fil du temps? Donc, est-ce que cette partie-là qui a été brûlée dans 100 ans, il va réavoir des arbres à cet endroit-là ou ça pourrait carrément devenir, je sais pas moi, impossible pour acquérir de la vie, puis ça serait, je sais pas, une toundra ou... Est-ce que les arbres pourraient revenir à cet endroit-là éventuellement ou... Pour la plupart des forêts sur la planète, ce serait le cas que... parce que c'est quand même assez court quand on regarde là, sur le point de vue d'un écosystème comme ça, le temps de dégrader toute cette matière-là aussi, puis plus elle brûler, ça veut dire plus elle a déjà été consommée, donc il en reste encore moins pour les organismes qui vont se nourrir de ça. Mais grossièrement parlant, oui, effectivement, il y a de la vie qui pourrait revenir, mais dans la plupart des cas, ce serait sur des horizons beaucoup plus longs que ça aussi. Okay. Beaucoup d'écosystèmes qu'on voit qui ont passé au feu puis qui n'étaient pas habitués naturellement. Même ceux qui sont habitués à un renouvellement par le feu, ils peuvent quand même prendre 50 et plus années avant de revenir à leur état, là, avant d'avoir des pousses quand même assez jeunes. Fait que ça revient. Effectivement, oui, ça peut revenir. En général, il ne faut pas sous-estimer la vie, bien qu'il y ait des petits bémols à mettre là-dessus, là, mais... l'évolution a fait sa tâche pour bien les formater. Puis mettons, là, tu sais, je pense que c'est beaucoup, comment dire, ça a été fait beaucoup dans les dernières années, puis justement, c'est un peu pour ça que je pense qu'on va en parler, mais planter des arbres, ça semble quelque chose qui est relativement facile à faire. Tu sais, souvent, il y a des entreprises qui vont mettre de l'argent pour planter des arbres, ça paraît beau. Mais justement, je sais pas, selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que ça a été beaucoup mis de l'avant dans les dernières années? Est-ce que c'est parce que c'est par la facilité de la chose? Parce que, tu sais, de ce que tu nous parles, ça semble être un moyen intéressant, mais peut-être pas le remède ultime. Effectivement, les arbres ont leur fonction, mais comme tout, c'est pas non plus un remède magique aussi. Puis ça dépend beaucoup de l'endroit dans le monde où on va planter l'arbre aussi. Plus on va dans le nord par rapport à l'équateur, plus les effets des arbres là, sur comment on peut voir ça. Donc, si on regarde une forêt mature qui a énormément de feuilles, qui va faire énormément d'ombre sur le sol, ils vont plus finir à absorber le soleil qui est finalement au-dessus des feuilles, donc au-dessus de la canopée forestière. Parfois, ils se trouvent à absorber beaucoup plus de chaleur que ce qu'ils vont produire comme effet assombrissant. Donc, au niveau du CO2, dépendant des propriétés qu'on peut voir pour la forêt, parce qu'il y en a au niveau du refroidissement, on a juste à penser, quand on va dans une forêt l'été, il pleut, on sent quand même un gros ressenti de plusieurs degrés en dessous de ce qui fait à température ambiante. Ouais. Mais tous ces effets-là, en fait, peuvent varier dépendant de la latitude. Si on a, par exemple, de la neige qui va refléter énormément de soleil, si on a une canopée forestière qui absorbe énormément de soleil, surtout avec la couleur assez foncée des feuilles. Canopée, tu veux dire les arbres? Oui, désolé, j'ai pas donné la définition. Canopée forestière, en fait, c'est ce qu'on peut voir comme le niveau le plus haut de la forêt, finalement. Dans le sens, pas mettons, la cime d'une vue aérienne, mettons, c'est ce qu'on verrait. Exactement. Donc, c'est, comment dire, l'étendue des feuilles aussi qu'on peut voir. Donc, disons, le niveau moyen de toutes les feuilles d'un arbre, par exemple. Exact. OK. Puis si on revient, là, encore moi, avec ma vision long terme, là, on parlait tantôt de la forêt puis le CO2, comment il tombait au sol, il y avait de la matière organique, c'était consommé par d'autres espèces vivantes, puis ensuite le CO2 était réémis sous différentes formes. Okay? Ça, c'était sur du court terme. Si on regarde sur du long terme, puis on prend un carré de forêt, là, est-ce que le CO2 que ce carré de forêt-là va absorber va éventuellement être tout réémis pour être réabsorbé, ou est-ce qu'il y a vraiment du CO2 dans cette section-là qui va être enlevé continuellement de l'atmosphère? Est-ce que dans le fond, une partie de forêt enlève vraiment du CO2 de l'atmosphère si on regarde sur du long terme, ou est-ce qu'il fait juste stocker une quantité définie de CO2 sur
du long terme. Un peu comme à jamais, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment retirer du CO2 de l'atmosphère avec les forêts ou est-ce que ça vient le stocker pendant une C'est partie momentané, X, mettons. Ouais, mais c'est ça. Est-ce que dans le fond, la quantité de CO2 absorbée augmente dans le temps ou c'est toujours la même? Si on regarde sur du très long terme, je pense qu'il faut voir la vie comme momentanée, évidemment. Revenons, disons, à la base de la problématique des changements climatiques actuels qui sont maintenant à 100%, les scientifiques s'accordent pour dire qu'il y a une intervention humaine là-dedans, très importante. C'est que le gros des émissions qu'on produit, les êtres humains, c'est pour l'énergie, c'est pour le transport, c'est des combustibles fossiles. Combustibles fossiles, c'est quoi? C'est du charbon, du pétrole, qui sont normalement des composés carbonés qui sont stockés pendant des millions d'années, mais que nous, on ressort sous le sol, effectivement. Donc, normalement, ils sont pas ressortis jusqu'au glissement, par exemple, de plaques tectoniques, jusqu'à la fusion des roches, jusqu'à ce que ça remonte à la surface. Il y a naturellement, exactement. Donc, notre intervention là-dedans, c'est qu'on vient sortir ces produits-là qui sont normalement stockés très, très longtemps, puis qu'on vient les brûler pour réémettre le carbone dans l'atmosphère. C'est ça le problème. C'est que les cycles naturels sont perturbés par l'être humain. Fait qu'effectivement, d'un point de vue naturel, la forêt, on peut pas dire que sur une longue période de temps, elle vient absorber du carbone. C'est tout simplement que c'est un puits pour diverses durées, en fait. Puis c'est ça, évidemment, le carbone, il va être retiré de l'atmosphère, à moins qu'il y ait un gros choc, par exemple, là, mais il va être remis dans l'atmosphère, mais tout simplement sur une durée. Ouais. Exactement. C'est cyclique, mais c'est long. Ce qui veut dire qu'à court terme, avec le renouvellement des forêts, avec les nouvelles pousses qui vont en absorber plus, les forêts vont être plus des puits de carbone sur le court moyen terme. Sur le long terme, plus on va avoir de dégradation, plus les arbres vont être vieux, donc moins, pour des forêts qui n'arrivent plus à se renouveler parfois, plus les forêts vont être vieilles, donc moins ils vont capter de carbone, les arbres vont mourir, ils vont être dégradés, puis ça va retourner dans le cycle, effectivement, pour le plus court terme. Fait que c'est des puits. Pour le plus long terme, ça va être retourné éventuellement dans l'atmosphère, mais si on regarde sur du court terme, oui, ça l'absorbe. Effectivement, on parle de puits, on parle de relarguer du CO2 dans l'atmosphère ou d'en capturer, c'est vraiment sur des périodes de temps qui sont intéressantes pour nous à évaluer finalement. Mais au final, ce qui est cyclique va quand même retourner dans le cycle, comme tout ce qui est roche, tout ce qui est combustible fossile va finalement retourner dans l'atmosphère un jour pour être recapturé par d'autres moyens, par les océans, par les arbres. C'est juste sur des périodes de temps qui n'affectent pas globalement l'équilibre. Qui maintiennent l'équilibre finalement. Fait que le fait de planter des arbres, ça serait peut-être une solution intéressante sur du court terme. On se dit, bon, on plante des arbres, on vient absorber du CO2 rapidement, mais dans 70 ou 100 ans, ce CO2-là va être réémis dans l'atmosphère puis ensuite réabsorbé par d'autres arbres. Mais au final, le fait de planter des arbres sur du long terme, c'est pas vraiment une manière efficace de venir capturer ou retirer du CO2 de l'atmosphère. Non, effectivement. Effectivement. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours regarder là-dedans nos perspectives en tant qu'être humain de ce qu'on désire sauver ou ce qu'on désire améliorer. Ouais. Puis il y a toujours les forêts. Des fois, on a bien beau reboiser des forêts. Par exemple, dans des endroits où on a fait des coupes à blanc, on va replanter des arbres. Mais ça, c'est ça te permet juste de revenir à l'état initial, dans le fond. Tu sais, tu vas pas faire, ça va pas être mieux qu'avant. Tu fais juste venir replanter ce qui était là naturellement. Et des fois, tu vas même pas replanter ce qui était là naturellement. Tu vas replanter une variété, une espèce d'arbre qui est intéressante, parfois parce qu'elle est pas chère, mais on va pas nécessairement aller rechercher toutes les fonctions biologiques, toute la diversité du vivant. Tel que ça l'était initialement. Exactement. Tous les micro-organismes qui étaient dans le sol, qui honnêtement sont une énorme composante pour la dégradation de la matière organique. Puis parfois, si on coupe à blanc, on enlève des couches du sol, on perd toute cette biodiversité-là finalement. Fait que oui, on plante une espèce, mais on va pas recueillir toutes les fonctions qu'on avait initialement, là. Donc, par exemple, justement, je sais pas. Puis là, tu parles de coupe à blanc. Là, pour moi, c'est un peu nébuleux. Coupe à blanc, c'est quoi la définition de ça exactement? Moi, j'ai en tête juste plus de forêt pantoute, là. Coupe à blanc, c'est d'avoir retiré absolument toutes les parties vivantes d'un arbre, ou du moins sur une surface. Là, c'est comme si on avait coupé pas juste le tronc de l'arbre pour faire des billots de bois, par exemple, utilisés. On avait retiré la souche, on avait enlevé les racines. Donc, il n'y a absolument
plus rien qui peut on a enlevé toutes les parties croissantes de l'arbre. Là. On a vraiment tout retiré, le matériel biologique. Pourquoi est-ce qu'ils retirent, par exemple, les racines ça se fait de la plus souche? vraiment, ça. Ah, ok, Je ça donne se un fait exemple. vraiment. Ok. Ouais, Ok. non, c'est évidemment, avec toutes les problématiques que ça a engendré, puis au niveau de la biodiversité, on essaye beaucoup plus de conserver maintenant des parties pour que la forêt puisse se régénérer naturellement sur quand même une période qui est plus longue. Non, c'est une aberration du passé globalement. Là. Puis mettons, là, justement, de la coupe d'arbres qui se fait de manière, responsable. Je sais pas de la coupe à blanc, mais je veux dire de la coupe à blanc, de la coupe d'arbres responsable. Je sais pas comment ça s'appellerait. Là. Mais est-ce que, justement, tu vas avoir par exemple, tu fais ta coupe d'arbres, tu exploites le bois, tu le vends, puis par après, justement, tu laisses le temps à ta forêt de se régénérer. Est-ce que ça, tu vas revenir un peu à l'équilibre ou à l'état initial de ta forêt, ou à chaque fois, justement, par le fait que tu coupes les arbres de manière à cause d'intervention humaine, tu perds un peu du pouvoir d'absorption de ta forêt? Ça, c'est sûr que c'est des cas quand même spécifiques pour les forêts québécoises, mais c'est sûr qu'à court terme, tu es impacté aussi si tu vas couper, par exemple, un tronc d'arbre. Mais en général, de ma connaissance, du moins ça, c'est plus au niveau personnel. Là. En étant dans la foresterie, j'aurais probablement des collègues ou d'autres experts qui pourraient complémenter là-dessus, mais ils vont pas couper absolument tous les arbres. Parfois, ils vont couper certains qui sont plus matures, qui sont peut-être moins utiles, entre guillemets, pour la forêt. OK, parce que ça revient à ce que tu disais. Plus l'arbre est vieux, moins son pouvoir d'absorption de CO2 va être important. Exact. Okay, c'est ça. Puis plus il est gros, donc plus il est intéressant aussi pour ceux qui coupent les arbres. Oui, plus il y a de matériaux à aller récupérer, effectivement. Nouveau savoir. Ouais. OK. Tu sais, moi aussi, ce que je me demande, là, sachant ça, que oui, sur une perspective plus court terme, c'est bien. Puis ça, tu sais, ça va, il y a sans aucun doute, là, c'est totalement pertinent, j'imagine, faut protéger nos forêts. Là. Parce que les forêts, veulent pas, en ce moment, ils ont beaucoup de CO2 dedans. Là. Le bois, il y en a du CO2, fait que c'est important de garder ces parties de terre-là. Mais le fait de planter des arbres, on voit beaucoup d'entreprises, beaucoup de compagnies qui disent, bon, nous, on plante des arbres pour combattre les changements climatiques, pour tout ça. Ouais. Mais moi, ce que je vois, c'est, est-ce que c'est vraiment la bonne approche? Est-ce que c'est une manière vraiment efficace de venir combattre les changements climatiques, ou est-ce qu'il y aurait... Est-ce que c'est un peu du... Tu sais, je veux pas parler de greenwashing, là, mais est-ce que c'est comme peut-être pas la meilleure approche? C'est un peu ça ma question. Là. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y aurait des meilleurs moyens de faire sa part, je sais pas, pour une entreprise, mettons, que de se dire qu'on va planter des arbres? C'est un peu ça? Ouais, ça peut être ça, ou juste d'évaluer justement la pertinence de tout ça. Là. Pas du tout mon objectif de venir cracher sur ces entreprises-là, parce qu'honnêtement, la plupart, ils font du bon travail. Mais là, il faut pas tomber dans le panneau, c'est de juste regarder les choses d'un œil ou d'un point de vue qui nous intéresse. On est parfois axé sur le CO2, qui est un grand participant dans les changements climatiques actuels, surtout CO2 qui est relâché par l'être humain, mais des fois, on oublie d'autres parties au niveau de la vie. Donc, si on regarde juste la portion, par exemple, on regarde juste le problème du CO2 du point de vue, on va planter des arbres, on va se planter, c'est sûr, parce que ce sera pas la solution. Quel jeu de mots. Excellent. Excellent. Moi-même, j'y avais pas pensé. C'était très naturel. Mais c'est ça, si on regarde uniquement d'un point de vue de plantation d'arbres, par exemple, c'est sûr qu'on n'aura pas on tient pas la solution, parce qu'il faut toujours aller global, il faut toujours voir plus gros que juste un problème. Ouais. Puis parfois, si on essaie de régler un problème à la fois, on peut, d'un autre côté, que ce soit au niveau de la biodiversité, perdre des plumes. Dans le sens, si on fait une action, parfois, elle peut être bénéfique pour une portion qu'on trouve intéressante puis qui nous avantage peut-être moralement des fois, parce qu'il y en a évidemment qui ont, comme tu dis, Évric, là, du greenwashing, ou qui ont certaines vertus morales à aller placer dans le débat. Mais il faut s'assurer vraiment de prendre tout en considération aussi. Fait que juste la plantation d'arbres, ça ne fonctionnera pas. C'est pas la solution à tout, mais c'est quand même une bonne option, puis justement, ça a son rôle à jouer. Exact. C'est pour ça que ça a été évalué aussi. La plupart des projets qui sont réalisés dans la plantation d'arbres, au-delà des gros discours, on va planter par exemple 2 milliards d'arbres ou un certain nombre, un certain minimum. En général, c'est que c'est évalué en arrière combien d'arbres seraient utiles pour, par exemple, le calcul, combien de CO2 ça pourrait capturer, puis c'est quelle espèce, etc. Mais évidemment que parfois, c'est pour se donner une certaine bonne conscience, alors que pour d'autres actions,
on l'a moins ou on est moins proactif. Donc, on compense avec quelque chose. On va pas réduire notre CO2, par exemple, qu'on produit. On va trouver des solutions de l'absorber. Oui, ça fonctionne, mais moi, mon idée, c'est plus d'aller agir à la source aussi, là, d'aller attaquer les causes du problème et non pas de patcher la blessure après ça. Là. Mais parce que, mettons, là, je suppose, je connais pas ça, la plantation d'arbres explicitement ou en détail, mais tu sais, mettons, je suppose que, outre se dire juste je paye pour aller planter des arbres ou je me dis je m'en vais planter des arbres, c'est étudié ça préalablement. Je suppose que c'est déterminé à l'avance, puis justement, c'est étudié par des personnes qualifiées dans le domaine. Bon, ce terrain-ci serait propice à ça, ça nous permet de capturer tant de CO2. C'est ça, c'est pas juste de dire il y a un terrain vacant là, on pourrait aller planter des arbres. C'est étudié avant de le faire. Oui, puis parfois, honnêtement, c'est vraiment pas juste pour des questions de CO2 qu'on va aller planter des arbres, c'est pour des questions de stabilité du sol. On va avoir un meilleur drainage, des endroits, par exemple, où on se retrouve à avoir énormément d'inondations. Bon, on parle de conserver les milieux humides aussi, parce qu'ils ont une bonne capacité de rétention de l'eau. Et des fois, c'est des projets qui ont vraiment des implications pratiques pour les gens qui vont les subir en quelque sorte. Là. Donc, il peut y avoir des conséquences à court terme, mais généralement, c'est évalué là, dans le bien commun aussi, là, pour une multitude de facteurs. Là. Dans une perspective plus grande que justement capter de CO2. Exactement, exact. Okay. Les variétés, les espèces sont étudiées aussi pour le terrain. Le terrain spécifique va être étudié aussi. Okay. C'est vraiment là, les arbres vont croître en pépinière, par la suite vont être plantés au stade où ils sont, disons, le plus mature ou le plus productif pour qu'il y ait les meilleures chances de survie, par exemple, avec l'hiver qu'on a au Québec. Donc, c'est vraiment des choses qui sont préparées. Pour y avoir moi-même participé une fois à titre personnel, là, les gens là-dedans sont vraiment passionnés, oui, effectivement. Okay. Ouais. Ah ouais. Fait que tu as participé un peu justement à planifier la plantation? Non, c'était juste la participation dans un cadre professionnel. On avait participé à une activité avec une firme de plantation là, qui s'occupait, qui gérait finalement une pépinière, qui était venue nous montrer comment ça marche aussi. Puis c'est vraiment la biologie. La biologie, oui, mais il y a énormément de facettes. Donc, n'étant pas expert, on va consulter d'autres personnes. C'est ça. Fait que les arbres ont vraiment plusieurs bienfaits, là, outre l'absorption du CO2. Je pense que c'est important de garder ça en tête aussi. Puis, tu pourras me corriger, là, mais les arbres, c'est aussi une ressource renouvelable. Dans le fait que si on arrive à l'exploiter de manière responsable et que c'est bien fait, ça peut quand même être un matériau intéressant pour autant la construction ou même justement pour alimenter peut-être le foyer en haut, peu importe. Ça reste que c'est... On peut l'utiliser, là, l'arbre. Je sais pas si tu vois une objection à ça. Là. Je sais pas ce que tu penses un peu de l'exploitation des forêts. Là, mais... Non, pas du tout. Utiliser de manière intelligente, raisonnable aussi, puis en ayant toujours des perspectives de justement bien gérer les forêts aussi, s'assurer qu'ils puissent avoir une régénération naturelle, de pas retirer tous les arbres d'un coin au même moment aussi, parce que ce qu'on oublie des fois, on peut parler d'une composante ou une autre, mais la forêt, en termes collectif, disons, en termes d'entité biologique, c'est vraiment un des trésors qu'on a ici au Québec, puis on en a des surfaces en plus, donc c'est vraiment important qu'on conserve ces territoires-là. On parle juste du côté terrestre, par exemple, il y a bien évidemment d'autres facettes de la vie, là, mais tout ce qui est faune, tout ce qui est flore, qui va être au sol, pas juste les arbres nécessairement, mais ça peut être des plantes aussi qui vont servir à l'alimentation, des animaux qui vont servir, par exemple. Tout ce qui est cycle au niveau de l'écologie, c'est sûr que les forêts sont bien évidemment complètes. Puis c'est parfois aussi quand on vient artificialiser la chose en plantant des arbres, on a pensé, oui, à quelque chose qui nous avantage pour nous, disons, pour la rétention d'eau, pour ci, pour ça. Ouais. Mais on vient pas nécessairement recréer les conditions. Donc, moi, mon idée, c'est vraiment plus d'aller conserver le plus possible les milieux qu'on a au Canada, au Québec, tels qu'ils sont. Ouais. Parce qu'à la base, disons, on va pas exagérer, mais avant que l'être humain arrive, la majorité des milieux étaient quand même en équilibre aussi, se régulaient eux-mêmes. Ouais. Puis là, parfois, on vient briser des chaînes, on vient casser ici, on vient sortir tel produit du système, par exemple. Donc, les forêts qui sont en ce moment ici, les océans, étaient de très bons puits aussi, de très bons outils justement pour le cycle du carbone. Donc, à conserver, puis la vie à conserver en général, le plus possible. Intervenir, pas ça juste reste... la vie qui nous est utile. Intervenir, ça reste comme...
On essaie d'intervenir le moins possible. Exact. Ok. Être proactif aussi, penser global. Penser global, pas juste Ben, c'est penser un une peu petite ça. surface. Ben, c'est un peu ça, moi, que je retiens justement de notre discussion. Puis je pense qu'Evric, là, tu me corrigeras, mais je pense que c'est ça. Nous, on voyait beaucoup les arbres comme justement des puits, ça capte le CO2, puis c'est tout beau, tout rose. Mais ultimement, c'est ça, ce qu'on oublie, c'est qu'un arbre, ça fait partie d'une forêt, puis une forêt, ça a un rôle plus global. Nous, la biodiversité, c'est vaste. T'sais. Fait que je pense qu'il y a des différentes fonctions auxquelles on pense pas. Fait qu'un arbre, ultimement, c'est plus que justement juste capter du CO2. Fait que, écoute, moi, c'est quelque chose que je vais certainement retenir. Là. Ben, super. Je pense que ça faisait pas mal le tour de nos Ouais. points, Rick. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, tout à fait. Fait qu'écoute, Charles, un gros merci à toi. Je pense qu'on en a définitivement appris beaucoup aujourd'hui. Fait qu'écoute, merci beaucoup à toi, puis merci aux auditeurs. Fait que on se revoit dans un prochain épisode.